Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir, Pauline. Paulina. Bonsoir, c'est Poutina. Ah, Poutina, désolé. D'accord. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, très bien. D'accord. Je ne vais pas être très longue, je vais raconter un témoignage. Je peux dire que c'est une histoire vécue, mais pas vécue par moi-même directement, mais qui m'a été racontée par ma défunte amie. Je peux dire d'où j'appelle ou pas? Oui, tu peux dire sans problème. Ok, j'appelle depuis le Gabon à Libreville. Donc, comme je disais, c'est pas une histoire que moi-même j'ai vécue directement, c'est une amie qui a vécu, la défunte, qui m'a raconté son histoire. Et enfin bref, la suite vous saurez. Donc ça s'est passé en 2007. Je venais de perdre mon grand frère. Donc 2 semaines après les funérailles de mon grand frère, comme chez nous en fait, après le décès, après l'enterrement, on passe une semaine, on dort au sol et ensuite après on fait une espèce de cérémonie, une petite cérémonie pour la levée de corps, enfin levée de deuil en fait. Donc avant, je crois que ça devait être un week-end, ça devait être un vendredi. Donc je croise ma copine en question sur le bord du chemin où j'allais faire les courses et tout. Donc je la vois, elle était amaigrie. Je ne vais pas citer son nom. Alors c'est comme ça que je pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps, on s'est vu et tout, machin, tu étais où? Elle me dit non, vraiment, j'étais malade et tout. J'ai vécu une situation compliquée. Je dis que tu as vécu une situation compliquée. Nous aussi. J'ai perdu mon grand frère il y a 3 semaines et tout. On l'a enterré, tout ça. On est même en train de faire les préparatifs de la levée de corps, comme on dit. Elle me dit d'accord, ok. Comme elle connaissait mon grand frère en question, on avait tous grandi ensemble, on était les enfants du quartier. Et c'est comme ça que je dis que, mais au fait, qu'est-ce que toi tu as eu? Pourquoi tu as maigri comme ça? Elle me dit, laisse, j'ai vécu une histoire quand même assez compliquée. Je dis, c'était quoi? C'est comme ça qu'elle me dit que un soir, elle était allée en boîte. Je ne vais pas citer le nom de la boîte. C'est une boîte populaire, enfin connue ici à Libreville, dans un quartier huppé du quartier de Libreville. Donc, elle était allée en boîte avec des amis. Et ensuite, de là-bas, à cette boîte de nuit, elle a rencontré un monsieur, un blanc. Donc, ils ont bien sympathisé, ils ont bien bu. Et puis, le monsieur l'a proposé d'aller passer la nuit avec elle et tout. Donc, elle a accepté. Elle est partie avec le gars. Ils sont allés pas très loin du quartier, enfin de la boîte, parce qu'apparemment, le quartier, c'était... Je peux donner le nom du quartier ou pas? Oui, tu peux donner. Ok, donc le quartier où elle était allée dormir avec le gars où soi-disant le blanc habitait, c'était Kalikak. Donc, ils ont passé la nuit, enfin, pas passé la nuit, des minuit, si je peux dire ça comme ça. Elle dit c'est vers 1h que le gars la réveille, lui dit non, tu ne peux pas rester jusqu'au matin, il faut que tu rentres. Elle dit, oh, mais à cette heure-ci, c'est fait tard. Et tu dis non, je te raccompagne. Elle a accepté. Bon, elle ne voulait pas trop discuter et tout. Elle s'est dit, bon, elle a trouvé un gars et tout, machin, c'est juste pour aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont se revoir après. Et c'est comme ça que le gars la raccompagne à la sortie de Kalikak qui va vers le bord de mer. Le gars la raccompagne. Et le gars lui dit, non, vas-y, tu peux aller prendre le taxi. Voilà, il lui donne l'argent de taxi. Donc, elle dit au gars, mais tu me laisses ici en mi-chemin, laisse-moi début. Le gars dit, non, tu es déjà presque, machin, il y a des taxis qui circulent à cette zone-là. Elle dit, ok, elle n'a pas beaucoup discuté. Donc, c'est comme ça qu'elle passe, elle s'en va. Mais dans la zone, la zone est un peu sombre, pas très éclairée. Donc, c'est comme ça qu'elle marche. Après, enfin, elle a comme une intuition de regarder derrière pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui la suit. Elle se retourne, elle ne voit plus le gars. Et du coup, mais lui, on vient de marcher il y a quelques mètres, là, c'est comme je ne le vois plus. Bon, bref, elle a marché, après, elle a réussi à prendre son taxi, elle est rentrée chez elle. Donc, elle dit quand elle est rentrée chez elle, elle a bien dormi. Mais là, c'est le lendemain qu'après, ça n'allait pas.
elle a commencé à avoir de mal de bas-ventre. Elle s'est dit, bon, ce sont certainement ces menstrues qui vont arriver. Et après, les menstrues sont arrivées, mais en abondance. Donc, 2, 3, 4 jours, les menstrues ça ne faisait que sortir. Et là, ça devenait difficile pour elle. Elle dit que c'est comme ça qu'elle saignait fortement en abondance. Elle ne comprenait pas que les menstrues, habituellement, ça faisait 3 jours. Mais tout d'un coup, ça a dépassé 3 jours. Ça fait 1 semaine. Et plus d'1 semaine, là, elle a commencé à s'inquiéter. Et elle ne faisait que maigrir. C'est comme ça qu'elle dit que sa maman lui a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vois que tu as maigri et tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Et elle n'expliquait pas, elle ne comprenait pas. Elle a dit à sa mère que je ne sais pas pourquoi je continue de saigner. Et la maman dit, mais c'est pas normal, essaie d'aller voir un médecin et tout. Bon, elle s'est dit, ça va passer et tout. Mais toutefois, elle avait vraiment des fortes douleurs au bas-ventre. Donc, elle n'est pas allée voir le médecin. Elle s'est dit, bon, ça va, c'est certainement... enfin, vous savez, les femmes, on justifie toujours tout, surtout ce genre de choses. Donc, elle n'est pas allée voir le médecin, elle est restée. Mais après, elle a dit, non, là, les saignements, ce n'était plus petits saignements. Il fallait qu'elle porte des couches pour que ça s'arrête. Et c'est comme ça que sa maman l'amène voir un praticien sur la nationale. Et en allant voir le praticien sur la nationale, le praticien dit qu'il ne peut pas la traiter, il faut qu'elle-même elle parle. Elle sait ce qu'elle a fait. Donc elle est embêtée, elle ne comprend pas comment ça, j'ai fait quoi et tout. Le praticien dit, tu sais ce que tu as fait. Et la maman ne faisait que lui dire, mais parle. Malgré ça, elle ne savait pas, ne se retrouvait pas. Donc, elle dit qu'elle était tellement fatiguée que le monsieur dit qu'il ne pouvait pas lui faire quoi que ce soit. Donc, le monsieur a commencé à lui faire maintenant des consultations. Ils ont fait 2 jours chez on appelle chez nous le Nganga. 2 jours chez le Nganga. Le premier jour, le Nganga ne voulait pas la consulter. C'est le deuxième jour que le Nganga maintenant la consulte. Le Nganga maintenant lui fait le rappel de la soirée qu'elle avait rencontré le blanc. Et c'est comme ça que le Nganga lui fait savoir que le blanc en question, ce n'était pas un humain, c'était un fantôme. Donc, elle a passé la nuit avec le fantôme. Et elle était choquée. Et de ça, de cette nouvelle, elle dit qu'elle a failli devenir folle. Et le Nganga lui a fait des trucs et tout. Mais malgré ça, rien. La situation, ça n'allait pas. On a dû comment on appelle, la maman a dû la faire partie de la nationale chez le Nganga pour un autre Nganga de l'autre côté, en Guinée équatoriale. Et c'est là-bas qu'on est allé, enfin, en guillemets, je ne sais pas si c'est soigné ou faire calmer les saignements, parce qu'après, ce n'était plus que des saignements, c'était maintenant les asticots qui sortaient des fesses. Parce que le Nganga disait qu'il fallait qu'on lui fasse un rituel ou comment on appelle ça, qu'on donne un sacrifice, parce que l'esprit du fantôme en question la réclame, veut la récupérer, parce qu'il a partagé, il a mis en elle la sémence. Donc, après être revenu, machin, tout. Bref, c'est comme ça qu'elle m'a coupé, que vraiment, c'est à cause de ça que vraiment tu me vois maigrir et tout. Mais bon, quand on est revenu de la Guinée, ça va mieux. J'ai dit, ah, ok, gloire à Dieu, si ça va déjà mieux pour toi, j'espère vraiment que tu vas arrêter les nuits. Elle me dit, ah, vraiment, c'est vraiment, je te donne un conseil, ma chérie, les sorties de nuit là, si tu croises quelqu'un en boîte de nuit, ne sors pas avec, ou même s'il est beau, même s'il est comment, fais attention, les hommes dehors là sont dangereux, surtout dans les boîtes de nuit, machin, tout, on peut rencontrer des gens n'importe comment. Regarde un peu ce que j'ai vécu, si on ne m'avait pas emmené pour me soigner, je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai dit, ah, en tout cas, merci pour le conseil, parce que à cette période-là, j'étais aussi une jeune grooveuse, on était tous là, la jeunesse et tout, on faisait des grooves et tout. Donc, comment l'histoire devient, quand je vous dis que ça devient mystique pour moi, c'est qu'après qu'elle m'ait raconté l'histoire, je lui ai dit, ok, on se voit le vendredi, parce qu'il y a la levée de terre samedi et tout, si tu peux venir nous aider à faire les préparatifs et tout, préparer tout. Samedi, il n'y a pas de problème, je viendrai. On s'est séparés là. Alors, après la levée de terre et tout, je crois 1 semaine ou 2 semaines après, une de nos amies du quartier, je la croise et tout, on parle un peu de tout. Lever de terre, c'est quoi? C'est la levée du corps ou bien lever... Je comprends pas. Non, lever de terre, ça dit qu'après l'enterrement, on dort 2 semaines au sol ou 1 semaine et après on programme de faire, c'est-à-dire qu'on ferme la maison de deuil. Ok. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Je vois. Voilà. Donc c'est comme ça que je croise, enfin, une amie du quartier, on a tous grandi ensemble aussi. Je lui dis qu'au fait, j'ai croisé la fille. Je dis, on s'était revus, machin, tout, là, machin. Elle était très amaigrie. Elle me dit, comment ça, tu l'as vu où? C'est comme ça que je dis, oh. Mais je l'ai vu il y a 2 semaines. On s'est croisés à la montée chez nous, là, machin. Le jour où je suis allée faire les courses pour la levée de terre. Elle me dit, non, tu blagues. J'ai dit, mais je blague comment? Elle me dit, oh, mais tu ne sais pas qu'elle est décédée depuis ça fait un mois. J'ai dit, non, tu blagues.
Je dis, comment ça, moi, elle et moi, on s'est vus il y a 2 semaines. J'ai juré tous mes parents qu'elle et moi, on s'est vus il y a 2 semaines. Elle m'a raconté son vécu, son histoire. Elle me dit, non, tu es en retard. Peut-être que c'est son fantôme qui est venu te raconter l'histoire qu'elle a vécue pour une façon de te prévenir, parce qu'à cette époque-là, on était vraiment très dans le groove et tout ça, et on était très proches. J'ai dit non, j'ai eu la chair de poule de ma vie. J'ai dit quoi? J'ai parlé avec un fantôme, elle m'a parlé, en fait, c'est-à-dire que je n'ai pas eu, il n'y a pas de signe qui pouvait me montrer qu'il y a quelque chose de bizarre ou qu'elle était plus de ce monde. Donc, vraiment, comme je disais, c'est vraiment une histoire, je ne sais pas comment, comme dit la coach, une histoire rocambolesque. J'étais choquée, c'est la première fois de ma vie que je vis une histoire pareille. Donc, en gros, j'ai retenu... Tu n'es pas facile. Tu dis, tu racontes ton histoire, tu racontes comment un fantôme est venu coucher avec une fille. Après, tu dis que, tu viens après dire que, bon, là où ça commence à être mystique. Donc, la personne n'est pas mystique. Bon, enfin, là où elle couche déjà, enfin, l'histoire qu'elle vient me raconter, qu'elle a couché avec le fantôme, pour moi, forcément, c'est mystique, c'était choquant. Je dis que, mais comment tu n'as rien vu, les signes et tout? Parce que souvent, à l'époque, quand on était jeune, on disait que si tu vois un fantôme, surtout dans les boîtes de nuit, il faut regarder comment on appelle, les gens par les pieds. Si tu vois que la personne, le reflet de la personne au miroir, c'est que c'est une personne vivante. Mais si tu vois pas la personne, son reflet au miroir, c'est que c'est un fantôme. Parce que la plupart de nos boîtes de nuit ici, il y a les miroirs de partout. Donc, du coup, on fait un peu plus ou moins attention à ça. On se dit, bon, on a vu quelqu'un, si on a vu les pieds ou toutes les choses comme ça. Donc, moi, je me suis dit, est-ce que quand elle m'avait raconté cette histoire, je me suis dit, mais comment ça se fait en boîte de nuit? Surtout, c'est une boîte de nuit que je fréquentais beaucoup. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on n'a pas pu voir? Donc, son histoire m'a choquée. Mais bon, sur le coup, après, quand elle me dit, voilà, on m'a emmené, je me suis fait soigner. Donc là, ça va, mais vraiment, je lui ai donné un conseil que fais attention. Parce qu'elle m'avait vraiment conseillé ce jour-là une façon de me... Je vais dire ça comment de m'amener à faire attention, je peux dire, je ne sais pas comment, le mot m'échappe en fait. C'est-à-dire, elle m'a vraiment conseillé. Un peu genre comme une mise en garde. Exactement. C'est vraiment comme une mise en garde, parce que je vous assure qu'à cette époque-là, j'étais jeune, je grouvais, c'était vraiment, comme je vous dis, la boîte en question, c'est une boîte où la plupart des jeunes femmes partaient beaucoup. On sait qu'on trouvait les blancs, les machins, il y avait un peu de tout. Donc, tout de suite... Quand tu étais jeune là, c'est que maintenant tu as combien de 50 ans déjà? Non, j'ai pas 50 ans, j'ai 35 ans, donc je me suis calmée. Je ne groove plus comme à l'époque, quand j'avais la vingtaine, j'avais 27 ans par là. D'accord. Poutine, c'est ton vrai nom, bien c'est le nom des réseaux? Non, c'est mon prénom. Yeah. Donc, tu es la fille de Poutine, hein? Non, je ne suis pas la fille de Poutine. Non, je ne suis pas la fille de Poutine. D'accord, merci beaucoup Poutine. Donc, c'est ça mon témoignage, vraiment. Enfin, je pense qu'il y a une leçon à tirer de ça, pour dire que vraiment, les filles, faites attention quand vous allez en groove le soir, on ne sait pas qui on rencontre. Je ne sais pas comment on peut reconnaître un fantôme. La preuve en est que moi-même, j'en ai discuté avec une sans pourtant savoir que c'est un fantôme. Et je vous assure, comment j'ai la confirmation, c'était, je crois, 1 an plus tard, la fête de Toussaint, on partait pour aller faire nettoyer la tombe de mon défunt grand frère. Et enfin, le cimetière, c'est un cimetière populaire. Donc, on passe le chemin qui mène vers qui allait vers la tombe, où était la tombe de mon grand frère. À quelques mètres de là, je suis tombée sur sa tombe. C'est son nom que je reconnais. Non, mais je vous assure, c'est une histoire que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment ça s'est passé. J'ai dit à mes soeurs, mais regardez l'histoire que je vous ai racontée. Regardez, voilà la tombe, le nom bien inscrit et la date. Et effectivement, elle était décédée avant mon grand frère. Donc, c'est vraiment les filles, faisons attention avec le dehors. Les filles qui groovaient là, qui grouvent encore aujourd'hui, faites attention, le dehors est dangereux. Il y a un peu de tout et le diable est debout pour prendre des âmes n'importe comment. Donc, faites attention. Surtout, les filles, faites attention. Même les hommes aussi ne sont plus épargnés. Les jeunes hommes ne sont pas épargnés. Mais si ça peut aider, faisons attention pour ne pas se retrouver à perdre la vie avant son temps. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Poutina, pour l'histoire. Merci. Bonne soirée. Les commentaires. Donc, enfin, le Gabon est toujours au rendez-vous. Kevin, ouais, je vois même Marie-Blaise. Donc, moi j'ai grandi dans une ville du Gabon appelée Tchibonga. Je pense que les Gabonais qui sont là savent que la ville là, c'est l'une des villes réputées dans ce genre de choses, le mysticisme.
Donc je pense, j'avais 15 ans, donc voilà. J'apprenais au lycée, Nazar Bolingui, et ma grand-mère vivait, on va dire, au village. Donc chaque vendredi, j'allais passer le week-end chez la grand-mère, et puis le dimanche, je revenais pour apprendre toute la semaine. Et un jour, j'allais à pied, hein, vu qu'à l'époque, on va dire, l'argent, c'était difficile. C'est une denrée rare. Donc j'allais à pied, c'était à 5 kilomètres de Tubanga. Donc c'était à Migoma. Donc j'allais souvent seul. Et une fois, je suis allé seul, il faisait, on va dire, 17h, 18h. Donc le soleil commençait à tomber. Et moi, vu que j'étais déjà habitué à faire ce tronçon, donc j'avais pas peur en fait. Pour moi, je connais la route, je sais où je vais, donc il n'y a pas de problème. Et au moins à 3 kilomètres, j'arrive à un boulevard. C'était une montée, on appelait cette montée Mukonge ou quelque chose comme ça. J'aperçois un monsieur, puisque sur la nationale, il y a des petites pistes, des femmes qui vont souvent au champ. Et moi, je me suis dit, bon, voilà, je vois la piste, j'aperçois une personne qui sort de la piste. Pour moi, au départ, je me disais que c'était une personne qui revenait des champs. Mais la manière dont il était habillé, pour moi, je me suis dit, non, ça va, j'étais jeune, j'avais, je pense, 15 ans, 14 ans, 15 ans. Je me suis posé des questions, je me suis dit, non, cette personne ne peut pas venir de la brousse avec des vêtements aussi propres. Il avait un pantalon blanc et un pagne blanc au niveau des épaules. Dès qu'il m'a aperçu, parce qu'on s'est regardé, j'étais sur un boulevard, il était à l'autre bout de la route, il était sur mon chemin. Et dès que je l'aperçois, il me regarde en même temps. J'avais vu que c'était un homme parce que j'avais vu la poitrine et on va dire le ventre, il avait un peu des abdos. Dès qu'il me voit, il s'arrête, il me fixe. Moi aussi, je m'arrête. Je reste scotché. Je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment une personne ou... Parce que moi, au départ, je n'avais jamais vu un fantôme. J'ai entendu parler, mais je n'avais jamais vu. Du coup, je m'arrête. On se fixe. Je vois, il s'assoit. À l'endroit où il était, il s'assoit. Il prend le pagne, il se couvre. Et là, du coup, j'étais convaincu que là, c'est pas une personne normale. Parce que le village où j'allais, je connaissais pratiquement tous les villageois, vu que j'allais tout le temps là-bas, je passais des vacances, je connaissais pratiquement tout le monde. Mais cette personne, elle me disait rien. Il s'assoit, il prend le pagne en question blanc, il se couvre. Moi, je m'arrête, je me pose des questions, je me dis, bon, est-ce que je dois foncer ou je dois repartir sur la ville? Je me suis caché à l'herbe. Je me dis non, je ne peux plus repartir parce que là où je suis reparti, d'où je viens, j'ai laissé des cimetières. Et il commence à se faire noir. Je connais la province, je me dis non, c'est sûr que si je repars, je peux croire peut-être pire. Je me dis bon, je me suis caché à l'herbe pour voir un peu ce qui va se dérouler, ce qu'il fera. Donc je me suis mis à l'herbe. Et après, je vois, il enlève le pagne, il me fixe de mon côté. Je ne sais pas s'il me voyait. Mais après, on m'avait dit qu'il me voyait, mais bon. Il est resté assis, après il s'est levé. Il a pris le pagne, il l'a mis aux épaules, il marchait doucement, il traverse la route, il revient, il faisait des va-et-vient au milieu de la route. Après, bon, moi, un cœur m'a dit, écoute, si c'est quelqu'un qu'on a envoyé pour te faire du mal ou c'est un fantôme, de toute façon, il te fera du mal. Peu importe, un cœur m'a dit, écoute, fonce vers lui. Advienne que pourra, parce que repartir aussi, je peux plus repartir. Le vent, il reste à peine 1 kilomètre. Donc, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Je sors de l'herbe, allez. Je fonce vers lui. Et quand il voit que je fonce vers lui, le gars, il s'arrête, il me fixe. Après, il me tourne le dos, il répond à la même piste. La piste en question, il y avait un long pont et une longue montée. Donc, lorsqu'une personne traverse ce pont, forcément doit emprunter la longue colline. Je devais forcément voir la personne monter. Dès que j'arrive à l'endroit où le gars est juste descendu, vide, plus personne. Après, je me suis dit, bon, bref, si c'est un fantôme, c'est tant mieux. Je suis allé, arrivé au village. J'ai pris peur, c'est vrai, j'ai pris peur, mais bon, j'ai gardé mon temps. Non, moi, j'ai pris peur, j'avais pris peur. Mais j'étais encore jeune, en fait, je n'avais pas pris conscience de ça. Je me suis dit, bon, c'est un fantôme. Parce que moi, il m'a rien fait, en fait. Il m'avait rien fait. Je suis passé quand même. Arrivé au village, je me suis assis au corps de garde.
Je tremblais un peu. Le chef du village m'a dit, qu'est-ce que tu as? Je dis non, écoute, je viens de croiser quelque chose là. Il a rigolé au fait, il a rigolé. Parce que, enfin, il a dit il a rigolé, mais il a senti. Je lui ai expliqué à l'endroit en question, il m'a dit oui, l'endroit là on sait, c'est un endroit réputé. Au fait, c'est un fantôme qui s'est montré, c'était juste pour te dire de ne plus trop passer là seul et à pied. Désormais, si tu souhaites venir ici, il faut prendre la voiture. Donc, faut plus jamais repartir par là à pied et seul. Parce que sinon, peut-être que le pire arrivera. Je sais de quoi je te parle. Et j'ai appelé ma grand-mère, elle est venue, elle commence à crier, oui, mon enfant, faut pas le tuer, on ne vous connaît pas ici, c'est l'enfant de... Puisque moi j'ai un côté fond, donc il me dit, c'est l'enfant de fond, faut pas faire du mal à mon enfant, faut laisser mon enfant. Le grand-père, le chef du village a dit, non, vous en faites pas, rien ne peut lui arriver, je suis chef du village ici, je connais tout ce qui se passe. Parce que c'était, l'endroit en question, c'est là où on gardait, on va dire, parce qu'il y avait 3 villages. Il y avait Bilimba, Miwama et de Bogno. Donc, les 3 villages gardaient leurs fantômes à cet endroit. Donc, c'est sûr qu'il a dû voir les autres pour dire, écoutez, ne faites plus ça parce que, bon, ça c'est l'enfant de tel, ça c'est pas notre enfant, on ne le connaît pas. Donc, si vous voulez faire vos choses, faites vos choses avec d'autres personnes, mais lui, ne touchez pas. Mais j'allais plus à pied, hein. Voilà, quand je venais, si j'ai pas de l'argent pour prendre la voiture, moi, je préférais rester mourir de faim dans ma province. Donc, ça c'est la première histoire. Les narrateurs, merci beaucoup. D'accord, ça marche. À tout à l'heure. Voilà. Bonsoir DMG. Je vais vous raconter une petite histoire d'une maison hantée. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tout le monde. Je suis gabonaise on vivait en Guinée équatoriale. On a passé 5 années en Guinée équatoriale. Nous sommes allés vers des années 74-75 à l'époque de Massia Nguema, l'ancien président Massia Nguema, et papa était affecté à l'ambassade du Gabon là-bas en Guinée. Et donc, moi, je suis allée rejoindre mes parents, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Je suis allée les rendre visite. On arrive à Malabo et on habitait avec les parents. Et mon mari et moi, il fallait que nous retrouvions chez nous. Mon mari disait qu'il ne pourrait pas continuer à habiter avec les beaux-parents, tout ça là. Il a commencé à nous chercher une maison au fait. Donc nous sommes allés tomber sur une maison hantée. Et cette maison hantée, c'était une maison d'un monsieur, une autre personnalité du pays à l'époque de Massia Nguema, et qui luttait même avec Massia Nguema, monsieur Onès. C'était ses appartements. Et tous ces appartements sont hantés. Personne n'y habite dans les maisons de monsieur Onès. Les maisons sont tous hantées. Et mon mari cherchait l'appartement, il cherchait une maison, et son ami est allé lui montrer la maison et lui a amené chez le propriétaire. Le propriétaire a pris les clés, il a remis à mon mari. Voilà, il a même demandé même les avances. Il a dit non, il va d'abord aller s'entretenir avec son épouse. Mon mari vient me trouver avec les clés, une double clé. Il y a eu 3, 4, 6 clés comme ça, avec un porte-clés à l'intérieur. Il me dit, maman, chérie, j'ai eu une maison à location. J'ai dit, une maison à location? Il me dit, oui. Une maison, une grande maison, clôturée et tout, avec des cuisines américaines et tout, avec des barrières, avec des piscines et tout. J'ai dit, ah bon, des piscines? Il me dit, oui. Et quand est-ce qu'on va aller voir la maison? J'ai dit, bon, une fois que tu es prêt, tu me dis. Et entre-temps, mon mari faisait les va-et-vient là-bas. Il partait, il revenait, il partait, il revenait. 10e jour, il me dit, mais comme moi, j'ai commencé à faire déjà les effets chez nous, dont je faisais le petit carton. Je mettais déjà les valises, les habits des enfants, mes petites casseroles, mes petites marmites et tout et autres. J'étais en train de préparer les valises. Nous allons déménager. Mais lui, il partait quand même. Il n'a pas commencé à mener d'abord les habits, les choses, les effets. Non, il partait d'abord aller balayer, faire le ménage.
Il m'a dit qu'il a tout balayé, il a tout arrangé, il a mis tout en ordre. J'ai dit, mais on ne peut pas amener les effets sans que je ne voie la maison. Il dit, au fait, c'est vrai, tu as raison. À l'époque, on avait 2 enfants. Ma première fille qui est née en 78 et mon garçon qui est né en 80. Et celle que j'avais à mai, elle est née en 83. Et c'est elle qui était bébé. Elle avait 8 mois, je crois, entre 7 et 8 mois. Donc, il me dit, demain, on va partir, prépare-toi. Je me suis préparée très bien, puisque nous allons aller rendre visite. On va aller voir la maison, on va aller visiter le loyer et tout, où nous allons habiter. On arrive déjà au portail. Je commençais à avoir un 6e sens. Je ne me sentais plus bien. Pourtant, quand on est quitté de chez nous, je me sentais parfaitement bien. Mais quand on est arrivé, je commençais à avoir les frictions au corps. Les frictions au corps. Je ne me sentais pas bien au fait. De toute façon, j'avais la chair de poule et les cheveux n'allaient pas bien, mon corps n'allait pas bien. Puisque j'avais le bébé à main. Dès qu'on est rentré dans la construction, mon mari a ouvert la barrière. Nous sommes rentrés. Les enfants jouaient et j'avais l'enfant à main. La petite que j'avais à main pleurait. C'est une histoire que j'ai vécue, que nous avons vécue. L'enfant, la petite pleurait, elle avait 8 mois, mais elle pleurait. Elle commençait à crier, elle commençait à pleurer. Je dis, mais mon Dieu, je dis à mon mari, l'enfant pleure, la maison n'en est pas bien. Moi, mais je ne me sens pas bien. Oh non, toi, tu es toujours comme ça. Voilà, on a eu une grande maison avec les barrières et tout. Les enfants seront à l'aise ici, ils ne seront pas dehors comme là, on est là-bas. Les enfants sont avec les autres enfants. Là, ils seront dans une clôture, dans une barrière. Mais tu commences déjà à faire tes affaires là, que la maison n'est pas bien. Pourquoi tu commences à faire ça? Pourquoi toi, tu es toujours comme ça? Moi, de toutes les façons que tu veux et tu ne veux pas, moi, je vais habiter là. Toi, tu vas rester là-bas chez tes parents. J'ai dit non, chérie, je ne me sens pas bien. La maison là, je ne m'inspire pas bien ici. Je ne me sens pas bien. Ça ne m'inspire pas bien. Je vois que ça ne va pas dans cette maison. De toutes les façons, je te dis que si tu veux rester chez tes parents, tu restes. Moi, je vais rester ici. Je viendrai habiter ici, moi seul avec mes enfants. Comme j'ai vu commencer à gronder, vous savez, avec les hommes africains, on ne les dit pas. Non, ce sont eux qui disent, ils ont toujours la parole. Ils ont toujours des mots à dire. Toi, la femme, tu ne dis rien. À l'époque, j'étais même plus jeune. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme-là? Viens voir la cuisine. Lui, il voulait seulement me faire plaire. Viens voir la cuisine. Quand je suis rentrée dans la maison, c'est comme si les gens me touchaient. Je ne me sentais pas bien. La petite aussi pleurait, elle criait, elle pleurait, elle a commencé à crier. On est monté aux escaliers en haut. On arrive là-bas en haut. Je trouve les albums photos. Les photos du cercueil du monsieur, les photos de là où on a enterré le monsieur, les photos le monsieur, vous savez quand on va enterrer quelqu'un à la cérémonie du deuil. Donc le mort était posé avec des tentes et tout, il était dans le cercueil, les photos de la personne morte, voilà, avec les habits, avec des vestes, avec le costume et tout, avec des chaussures aux pieds, tout ça là vraiment. Vous savez tout ce qu'on fait aux morts. Voilà, là, c'est là où on est tenté de vouloir l'enterrer. Là, on a amené le cercueil à côté du trou qu'on a creusé, on va le mettre. Toutes les photos là sont là, dans un album, bien en ordre dans cette maison-là. La cuisine, les assiettes sont en ordre, les marmites en ordre, bien posées. Les tiroirs, les cuisines, les marmites sont en ordre, les tiroirs, les cuillères sont en ordre, les cuillères à manger sont là, les cuillères pour préparer sont là. De toute façon, c'est une cuisine parfaite, cuisine américaine. La table à manger est bien rangée, les choses sont toutes rangées. J'ai dit à mon mari, on rentre dans les chambres sont rangées, les lits sont rangés. J'ai dit à mon mari, non, la maison là ne m'inspire pas bien. De toute façon, moi je te dis, même dernier mot, tu veux habiter ou pas, moi j'habite ici, tu resteras chez tes parents, avec tes parents. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis descendu du premier étage au deuxième étage jusqu'au rez-de-chaussée. Il m'a encore amené, viens voir au rez-de-chaussée, regarde. Là, il y a une cave, là, on peut garder les choses là. Il y avait des vélos, il y avait des trucs, il y avait la piscine, il y avait 2 voitures garées. Les gens des voitures d'avant, DS. Donc 2 voitures garées, avec un bus garé dedans. Tout ça là, les voitures, les vélos, tout était là. Les jouets des enfants étaient là, tout en ordre dans cette maison.
On arrive à la cave en bas là-bas. La cave là-bas, c'était presque gaspillé. Il y a l'eau qui coulait, l'eau, quoi, on dirait une rivière en bas. Je ne sais pas, on dirait qu'il devait avoir une mamie Wata dedans, quelque chose comme ça. Mais moi, déjà, je commençais, je n'étais plus à moi. J'étais en transe, au fait, vous connaissez? J'étais en transe. Je me sentais plus, donc je sentais qu'on dirait que je ne suis plus là. Donc je disais à mon mari, je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir. J'ai pris mes enfants, j'ai appelé tel, je ne peux pas appeler le nom de mes enfants, tel, viens, viens, on va partir, tel, viens, j'ai appelé mes 2 enfants. On est sorti, on est allé se mettre hors de la maison. Avant de sortir, d'abord, j'ai oublié le biberon de la petite à la cuisine sur une table. Et le biberon et l'eau à boire que j'avais dans une petite poche comme ça que j'ai ramené. Je suis remontée. Dès que je remonte, je sens un plat qui est tombé de là-haut en bas. Le plat est tombé, je n'ai pas touché ce plat-là. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? J'ai pris le biberon, je suis sortie. Mon mari m'a suivi. Qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce que tu as fait tomber? Je dis non, je n'ai rien fait tomber, mais je n'ai rien compris. Le plat est quitté de là-haut, c'est tombé. Moi, j'ai pris le biberon ici. Tout d'un coup, on était assis avec lui-même. Entre-temps aussi, il y a un autre plat qui est encore retombé quelque part. On était debout, lui et moi, le plat est retombé encore à côté de nous. J'ai dit, regarde, voilà un autre plat qui est tombé. Entre-temps, on sent encore un autre plat qui est tombé du côté du salon. Les plats ne faisaient que tomber. J'ai dit à mon mari, je t'ai dit que la maison là, ça ne va pas. J'ai pris mes enfants, je suis sortie. Je suis allée me mettre maintenant hors du portail. J'étais là debout, je dis à mon mari, je t'attends. J'ai laissé le portail, j'ai dit à mes enfants, venez. Je les ai réunis tous là, assemblés à côté de moi. Je l'attendais à l'intérieur, il était là en train d'arranger les choses. Voilà ma chambre, voilà la chambre des enfants. Je le sifflais, je l'écoutais, mais j'étais déjà au portail, je ne voulais plus. Parce que mon esprit ne voulait plus la maison là, je ne voulais plus. Je sentais, on dirait qu'on me touchait dans la maison. J'ai dit à mon mari, moi la maison là, je ne veux pas. Je t'ai dit ça, je ne veux pas. De toute façon, moi aussi, je t'ai dit, tant que tu ne veux pas venir habiter ici, reste chez tes parents, moi je vais habiter avec mes enfants. J'ai dit, ah mon mari, mon esprit n'aime pas cette maison là. Il a fermé la barrière, on est sorti. On a commencé à marcher, on a fait presque 5-10 pas comme ça. De la marche, on retourne à la maison, on racontait un monsieur là qu'on connaissait aussi. Moi, j'étais derrière, lui, il était devant. On s'est fâché parce que nous sommes sortis là-bas. Chacun était de son côté. Le monsieur dit, ah, monsieur Untel, je ne peux pas appeler le nom de mon mari, c'est anonyme. Monsieur Untel, d'où sors-tu comme ça? Oh non, mais j'ai trouvé une maison ici. Quelle maison? La maison qui est là-bas, la maison. Oh, il lui a parlé en anglais, en pitchin. Oh, who's that house? Il dit, that house where you go. That house where you see I'm so. Who's that house? For this caractère, yes, that house where you for this caractère. C'est que ça veut dire que dans la maison qui est au Carrefour là, you want to go sit down for there? Yes, I want to go sit down for there. Eh, I will tell you so. That house na bad house. That house no good. That house na some man who been get that house ni him na honest. That honest na some man they don't die. He don't stay die. He dey come out every day for this house. Una no fit sit down. 4 people don't die for that house. C'est là où le monsieur nous expliquait 4 personnes sont mortes dans cette maison-là. Donc c'est une maison inhabitée. C'est une maison hantée. Les gens n'habitent pas. Ah, not true? Yes, not true. I don't tell you say that house. No man no decision for that house. No big, no person, no fit sit down for that house. May you no mistake go sit down for the. You go sit down with your woman, with your pikin. I beg, may you no go there, because if you go there, you go die. Your woman go die. You pikin all over. Don't come meet and say, "I don't kill one for that house." Je suis venu dire au monsieur, merci, monsieur, merci. On est rentré là-bas, je dis à mon mari que mon esprit n'aime pas la maison là. L'enfant a commencé à pleurer. Mon mari ne comprend pas. Le monsieur a dit, oui madame, mais tu as un esprit qui est fort, voilà pourquoi. Il y a une femme aussi qui avait un esprit comme toi, comme ça, elle ne voulait pas rester là-bas. Elle est partie, son mari est allé habiter le lendemain, on a trouvé son mari cadavre. Et le monsieur a dit à mon mari, mais tu as la chance. Tu as la chance que ta femme a un esprit qui est fort. Si ce n'était pas ça, tu devais mourir. J'ai dit, mais mon mari a dit qu'il va aller habiter lui seul là-bas. Il dit, le lendemain, tu vas te battre avec les gens dans la nuit. On arrive à la maison, j'ai dit à mon mari, tu vois, non, je t'ai dit non. Tout le temps que moi je te parle, toi et moi, nous ne sommes pas pareils.
Nous ne sommes pas pareils. Moi, j'ai toujours quelque chose, un sixième sens à moi. Tu le sais très bien, je te le dis. Mais tu ne veux jamais me croire. Regarde comment on est parti à la maison. L'enfant a commencé à crier dans la maison. La petite que j'avais à main. Moi-même, je ne me sentais pas bien. Je ne voulais pas te dire. Mais quelque chose m'a dit, dis à ton mari. J'étais obligée d'ouvrir ma bouche. Je t'ai dit. On a commencé à avoir des problèmes depuis dans la maison. Et donc, quand on était là, il a dit, oui, je vis même. Il y a 2 plats qui sont tombés de là-haut. Ma femme et moi, on était debout. Les plats sont tombés. On ne sait pas qu'est-ce qui a fait tomber les plats. Il dit, tu as vu, non? Tu as vu, non? Tu n'as rien vu. N'essaie pas d'aller habiter dans la maison, là. On revient à la maison fatigué. J'étais obligée de laver l'enfant. J'ai lavé l'enfant. On s'est lavé l'enfant et moi, je suis allée trouver une maman là. Je dis ça là. Voilà, j'ai dû couper quand c'est encore 2 minutes là qui va encore jouer. Mais je pense qu'en principe, le message qu'elle va passer à la fin, c'est. Et les hommes là, les hommes africains, comme elle a dit là, à éviter d'être trop têtus. On a déjà cette réputation là qu'en Afrique, dès que tu veux conseiller ton mari, il te boxe seulement. Non. Et il faut apprendre à écouter, c'est important. C'est pas seulement résoudre tout à force des points. Non. Écouter est très important. Donc, et les nous là, écoutons plus. Parce que je suis pas épargné. Maltraitance d'enfants, pas de viol et de tout, c'est vraiment mystique. Non, t'inquiète pas. C'est toujours dans le même rythme des trucs hantés là, mais genre c'est pas hanté, pas vraiment hanté. Un voisin qui nous a raconté, échec de connexion, qui nous a raconté ça par rapport à son père, les ronflements de son père. Son père ronflait tellement que ça embêtait tout le monde dans la maison. Donc c'était du genre quand il est là, tout le monde connaît C'est qu'il est mystique là. ton histoire, non? On connaît. C'est mystique. Oui. Ok. Allô? Oui, on te suit. Oui, c'est parce que je bug un peu. Donc il ronflait tellement que sa présence dans la maison n'était pas inaperçue. Un soir, son fils était à la maison et je pense qu'il avait le truc, la soutenance a fait toute la nuit. Cette nuit-là, les ronflements, c'était seulement genre pro max. Donc toute la nuit, c'est réveillé pour plusieurs fois. Essayer de fermer les oreilles, mettre les écouteurs. Son père ronflait, mais c'était toujours d'une façon extrême. Il pas dans sa chambre le voir que, mais attends un peu. Mon ami, depuis que tu ronfles là, c'est comment? Essaye un peu de calmer la cadence. En frappant à la porte, son père s'est tué. Donc les ronflements ont cessé. Il lui a dit, genre, essaye un peu de changer de posture pour essayer de voir si ça baisse un peu, quoi. Le papa n'a pas répondu. Son père n'a pas répondu. Il est rentré se coucher. Il a continué à dormir. Peut-être un petit sommeil de quelques minutes là. Les ronflements ont recommencé, mais c'était encore plus excessif. C'est là qu'il décide donc qu'il va prendre des trucs comme un somnifère et boire pour ne pas être troublé et avoir la forme pour partir. Il descend, c'est là qu'il trouve son père. En fait, il n'a pas vu son père, mais il a trouvé la silhouette, dans la silhouette la carrure de quelqu'un, comme son père, au couloir. Il se dit que mais le père, c'est devenu seulement somnambule ou c'est comment? Lui seul, il ronfle. Lui seul, il se place au couloir, fixe sans bouger. C'est comment? Il a donc dirigé vers la chambre, en l'accompagnant dans la chambre. Il est descendu quand même prendre les somnifères. En remontant, il a bu. Il s'est couché. Le petit sommeil a commencé à venir, donc il se sentait déjà fatigué. C'est là que son téléphone aussi vibre. Donc, il se dit que, mais attends, il est presque 2 heures qui m'envoie le message à l'heure-ci. Il voit le message de son père. Son père qui lui dit que finalement, la réunion, je peux pas rentrer. Parce que normalement, il vivait seulement avec son père. Donc, c'est son père qui lui envoie le message. Il voit le message de son père qui lui dit, je peux pas rentrer aujourd'hui parce que j'ai été un peu pris. Je vais rentrer plus tard. Il dit, ok. Mais si le père, s'il m'envoie le message à l'heure qu'il a en réunion, celui qui ronfle à côté, c'est qui?
C'est là donc au moment où il commence à avoir peur que, mais attends un peu, la personne même qui ronfle, cela, il entend les ronflements se rapprocher devant sa porte. C'est pas genre une histoire genre de film et tout, c'est vraiment une histoire vraie. Farah, va là-bas. C'est là qu'il entend les ronflements devant sa porte, genre insistant. Il dit que, hey. Il essaye même de se tourner pour dire que, mais c'est qui? La personne ne répond pas, mais il sent que la personne est en train de ronfler devant sa porte. Ronfler, genre, franchement. Il commence à parler le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. La personne fait demi-tour, il repart. Il repart calmement et les ronflements ont cessé au bout d'un moment. Le lendemain, son père arrive, il demande à son père que, mais attends un peu, hier tu n'as pas dormi dans la maison si... Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un, il y a eu une scène que je n'ai pas trop compris dans la maison si hier. Parce que moi, je sais que toi, tu ronfles, donc c'est évident que quand je suis les ronflements, je suis sûre que c'est toi, mais quand j'ai vu ton message, j'étais un peu perdue. Et il lui dit que non, lui, il n'était pas à la maison et il ne savait pas de quoi il parle. Donc, jusqu'à présent, il se demande bien qui, puisque c'est lui qui avait... Il n'y avait que 2 clés dans la maison, sa clé et celle de son père. Et la clé était sur la porte, parce que c'est lui le dernier qui est entré ce soir-là. Donc, quand lui, il est entré, en se couchant, il n'a pas vérifié si son père était dans la chambre. Donc, ce qui fait qu'il a suivi les ronflements. Lui, il s'est dit que, sûrement, le pater, lui, il dormait. Il n'a pas essayé à trop savoir. Mais le fait de recevoir le message de son père au milieu de la nuit, sachant qu'il y a quelqu'un qui ronfle avec lui à la maison, c'est ça qui le dépassait un peu. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas toujours eu à comprendre qui ronflait avec lui dans la maison le soir là. C'est un peu ça l'histoire du fantôme ronfleur. Merci beaucoup pour l'histoire, Rina. Ouais. Oui, bon, là c'est une très courte histoire, c'est juste une petite anecdote là, genre évitez de vous mêler des problèmes des gens dans la rue. Je sais pas si on peut classer ça comme mystique ou bien, mais en fait c'est une maman qui a eu à me raconter une histoire de quand elle était plus jeune. Ces 2 enfants qui sont assis, en fait c'est une voisine à moi. Ces 2 enfants qui sont assis, ils sont là en train de jouer avec 2 petits bambous. Les enfants tapent l'un contre l'autre le bambou de chacun. Et puis, en une fois, on voit le sang qui coule du nez de l'un des petits enfants. Et elle n'était pas loin d'eux quand ils jouaient. Et elle avait envie de leur demander d'arrêter ça. Mais il y avait l'une de ses belles-sœurs qui est sortie et qui lui a dit ne te mêle pas de ça, va dans la maison. Parce que déjà, elle était enceinte. Et donc, elle dit elle ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais après, la maman là, lui a dit l'un des 2 enfants est décédé. Et ce sont les histoires des petits sorciers quand vous les voyez là comme ça. Donc je me dis, c'est comme sa tête aurait pu y rester. Donc en fait, parfois, bon, voilà. C'était tout pour la petite histoire. Apprenez à vous mêler de vos affaires. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien. Easy Pro, bonsoir. Oui, bonsoir DMG. Bonsoir à tous les auditeurs. Voilà. C'est encore un peu l'histoire de celle qui a précédé là qui m'amuse. Je me demande, mais un fantôme ronfleur te poursuit dans la maison sans blague. Et quel est le but en fait? Donc, l'histoire que moi j'allais raconter, c'est déjà je suis au Cameroun et c'est celle d'un voisinage en fait assez proche de ma mère. Elle habite un quartier qu'on appelle Mendo. Et l'histoire se passe, il paraît, du côté de Zibi là-bas. Donc, pour ceux qui connaissent, ils doivent avoir idée de la zone, en fait. C'est derrière le Kansik. Voilà. Donc, un jour, un monsieur qui est assis, c'est 2 voisins, en fait. Une dame et son voisin. Le monsieur est assis en train de prendre un verre au bar. Et puis, il voit rentrer, disons, de promenade ou de réunion. Déjà, c'est un dimanche, sa voisine. Il l'interpelle donc. Il l'invite à prendre le pot et elle s'installe avec lui puisqu'ils se connaissent quand même, il n'y a pas d'inquiétude. Et donc du coup, la dame, elle a passé sa commande. Elle dit le monsieur est parti au comptoir, il a rapporté sa bière. Au bout d'un temps, bien sûr, il t'appelle l'heure d'hiver et puis le monsieur s'excuse là, il feint d'avoir un appel, il s'éloigne. Elle aussi, elle ne le surveille pas, c'est un voisin. Mais un petit moment passe et puis elle est toujours sur place, elle se demande, mais on va m'attraper ici là juste pour une bière. J'ai même déjà terminé le maniant là, il n'est toujours pas revenu. Alors la nana, elle se lève, elle guette à gauche, à droite, rien.
Elle interpelle la serveuse, celle-là aussi est trop occupée. Déjà, je sais même pas si la dame l'avait vue, en fait, étant donné que le voisin était allé jusqu'au bar pour apporter sa commande. Elle va donc au bar en question. Elle trouve le monsieur qui vend installé. Elle demande la facture. Le monsieur lui sort 1,5 million. Elle se dit, délire, 1,5 million pour 2 bières. Vous voulez dire 1,500? Et le monsieur lui dit non. Ce qui est écrit là sur le papier, c'est ça que tu as consommé. Donc, du coup, la nana, elle s'énerve un peu, elle commence à interpeller la serveuse et tout ça. Non, mais je demande, tu vois, le monsieur là, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis, la dame lui demande, mais de qui est-ce que vous parlez? Et en fait, elle tient un bout de papier en main. Ben là, elle se rend compte qu'elle ne délie pas. Il y a bel et bien écrit dessus 1,5 million. La dame lui dit que on voit pas de quoi vous parlez en fait et tout. Bon, prise de panique quand même, c'est assez bizarre. Elle se reprend même du genre, j'ai consommé ceci. Et puis le monsieur, la dame lui dit, je ne sais pas de quoi vous parlez madame et tout. Déjà le bar c'est de ce côté-là. Bon bref, elle est dos au mur. Elle passe donc un coup de fil à son mari. Elle lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ici et tout machin. Voilà, j'étais avec tel voisin et tout. Le mari lui dit, ok. Et puis, bien sûr, il s'emporte un peu, mais il lui demande de l'attendre à la maison. Quand elle rentre, il appelle aussi au village. Et puis au village, là-bas, on lui fait savoir que c'est une histoire mystique où en fait, elle a bu le vin de la cotisation, c'est blabla et tout et tout. Et c'est comme ça que la dame, donc, on leur demande de trouver le montant avant le temps. Et donc, quand la dame se retrouve obligée d'aller emprunter à la réunion et tout, tant bien que mal, ils ont pu trouver le montant. Ils retournent au bar. Elle encore seule à voir le barman en question. Néanmoins, elle s'approche, elle pose la question. Voilà le montant et tout, qu'est-ce que j'en fais? Le monsieur lui dit, il faut partir du côté de Melaine. Mais Melaine, là-bas, il y a de manière générale quand même beaucoup de fous qui traînent. Parce que, étant donné qu'il y a une université pas loin, on dit qu'il y a beaucoup qui ont essayé d'avoir le bras un peu trop long. Donc voilà. On lui avait indiqué où se trouvait un fou tout particulier qui était près d'une poubelle et qui tout le temps brûlait des papiers dans un feu comme ça. Donc elle devait s'approcher de celui-là et lui parler de ce dont il était question là. Et maintenant, elle a fait ça avec son mari. Quand ils arrivent, le fou lui dit qu'il sait pourquoi elle est là. Il lui fait comprendre qu'elle doit jeter l'argent dans le feu. Elle obtempère. Et puis, le monsieur lui dit, quand il a terminé de brûler les billets, il lui dit qu'il faudrait maintenant qu'elle rentre chez elle. Je pense que c'était avant 22h ou un truc comme ça que l'histoire disait. Et qu'elle ferme toutes les portes avec ses enfants et tout, qu'elle barricade complètement. Ils sont dépêchés avec le mari de rentrer à la maison. Et puis, ils ont essayé de mettre tous les enfants avec eux dans une même pièce. Alors, jusque-là, ils n'avaient rien signalé au voisinage, rien du tout. Ils n'ont même pas fait mine de chercher le voisin en question. Mais quand ils arrivent donc, il dit, sur le temps déjà des 22h, 23h, toujours rien, minuit, il s'était même assoupi. Et puis, en une fois, elle entend comme on toque à la porte. Elle entend d'abord, voilà, je pense que c'était des chiens. Elle entend des chiens qui sont comme en train de huder. Elle entend des trucs de bruit, des battements de porte et tout et tout. Et puis, au bout d'un temps, c'est un boucan du tonnerre à l'extérieur, entre les chiens qui aboient. On force les portes, on aurait dit qu'on veut les casser. Et puis, ils sont entrés en prière entre les enfants qui paniquaient, ils pleuraient et tout, bon. Et puis, à un moment, toujours pas de réaction, ils n'avaient pas ouvert. Et ça se calme un peu. Et quand ça se calme, subitement, elle entend la voix du voisin qui l'appelle par son nom et il lui dit « Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Ouvre alors, s'il te plaît. » Et puis, elle refuse. Bon, bien sûr, elle avait déjà été avertie parce que le fou avait dit « Quoi que tu entendes, tu n'ouvres pas. » Donc, et puis le voisin aussi a commencé à huiler quand même, à toquer, il s'est agité. Et au bout d'un temps, il avait arrêté de toquer. Et elle aussi, toujours en persistant dans la prière, elle s'est seulement rendue compte qu'il était déjà presque le petit matin, quelque chose comme 5 heures. Et à force de calme, elle s'est assoupie encore. Et puis elle s'est réveillée brusquement avec les pleurs, les cris qui venaient d'à côté. Et c'était le voisin dont on annonçait la mort. Donc, moi je pense que, voilà, elle disait, elle n'a pas eu la force même de se rendre sur le lieu du deuil. Donc en fait, j'allais dire, pour moi, la morale de l'histoire, c'est que le dehors devient tellement mauvais que même en termes de voisins, là, on n'est plus certain
que forcément c'est la bonne personne avec qui on doit porter. Donc, après, chacun prend sa morale aussi comme il pense, mais on n'est jamais à l'abri. Voilà. Merci beaucoup, Easy Pro, pour l'histoire. Merci. Même si il y avait une dame qui avait déjà raconté l'histoire ici, là. Donc, Eh bien, j'avais manqué de ce direct. Ah oui, sûrement. Et ça veut dire que Ok. pour nombreux, c'était pas une première fois, mais il y a aussi, il y a aussi des gens qui n'avaient pas encore écouté cette histoire. Comment ça va? Toujours là? Oui. Bon. Vous m'entendez bien? Enfin, on entend bien? Oui. Donc, moi, l'histoire que je vais raconter, c'est toujours enfin le vécu, hein, que moi j'ai vécu. Donc, c'était, on va dire, les voisins. Non, je raconte l'histoire du Libanais. Voilà, un Libanais qui est revenu, qui vient du Liban, et il vient retrouver ses frères à Tchibanga, toujours la même province, parce que c'est là où j'ai grandi. Lui, il ne croyait pas aux fantômes. Quand on lui parle de ça, ah non, moi je crois pas à ça, vos histoires là, de noirs là, écoute-moi, je crois pas à ça. Mais malheureusement pour lui, la maison qu'il va louer, c'est une maison d'un monsieur qui était décédé. C'était un docteur. Et il n'habitait pas loin de chez nous, donc enfin. Donc il a loué la maison. Lorsqu'il est arrivé, les propriétaires, on va dire sa mère, il avait dit, écoute, c'est une maison de 2 chambres. Ici, cette chambre, tu ne l'ouvres jamais parce que dedans, il y a les affaires voilà, il y a des affaires qui sont à l'intérieur, tu n'as pas le droit d'ouvrir. Toi, tu as juste ton espace, tu as une chambre ici, tu as ton salon, tu as ta cuisine. Tu peux utiliser ça comme tu veux, mais cette chambre, ne l'ouvre jamais. Ah, ok, d'accord, j'ai compris, il n'y a pas de problème, maman et tout. Les parents sont partis. Il a fait au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, tranquille, il n'y a pas de problème. Première fois, il reçoit des invités. Il a honoré. Les invités ont dormi au salon, d'autres, il a cédé la chambre. Deuxième fois, il reçoit encore des invités. Il dit, bon, écoute, moi, je suis dans ma maison. Les propriétaires ne viennent pas. Donc, je peux prendre l'initiative d'ouvrir la porte. Bien, voilà. Je vais installer après, je vais ranger la maison comme elle était, la chambre comme elle était, et personne ne saura. Puisqu'ils ne viennent jamais voir si j'ouvre ou pas. Étant donné que c'est moi qui loue, donc j'ai les clés de la porte centrale, personne ne peut rentrer sans mon consentement. Et dès qu'il ouvre la porte de la chambre en question, il trouve la chambre, il y avait un réchaud, il y avait les marmites, tout était propre, le lit était installé, vraiment bien rangé en fait. Il avait l'impression que quelqu'un vivait à l'intérieur. Moi, la maison était très bien rangée, la chambre était très bien rangée. Il a utilisé la chambre, il n'a même pas nettoyé, il a juste fermé la porte. Il est reparti, je sais pas vu ce qu'il faisait du commerce en ville, dans la province en question. Et le soir, il rentre le soir, il se rend compte que la porte est entrouverte, dans le noir, parce qu'il n'était pas encore rentré. La porte est entrouverte. Il pousse la porte. Il y met la lumière, il voit quelqu'un assis sur le canapé, enfin le canapé était un peu loin de la porte, assis sur le canapé avec un t-shirt déchiré, avec les taches de sang, de gravier et tout, un peu sale en fait. Il dit, vous êtes qui? Le monsieur lui dit, t'as pas besoin de crier ici, c'est ma maison. Entre, ferme la porte, assieds-toi là. Ah, mais vous êtes qui, vous rentrez? Il dit, assieds-toi, t'assois là, tu m'écoutes. Mais il prend peur, il va y s'asseoir tranquillement. Donc le monsieur lui dit, écoute, la première fois que tu es arrivé ici, qu'est-ce qu'on t'a dit? De ne jamais ouvrir cette porte, cette chambre, ne jamais ouvrir. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Non, moi j'ai ouvert parce que j'avais des étrangers, vraiment, je suis désolé. Il dit, oui, tu as utilisé et tu n'as pas pris la peine de ranger la chambre, de rendre la chambre comme elle était, tu déranges, tu prends la porte, tu fermes et tu t'en vas. Donc pour toi, c'est que les gens t'ont dit, tu t'es dit que bon, en fait, tu t'en fous, en fait. Non, c'est pas ça. Le monsieur en question se lève. Enfin, c'était un fantôme, on va dire. C'était le propriétaire de la maison qui était décédé, c'était un docteur. Il se lève, il gifle le Libanais et il prend un mouchoir rouge, il le frappe au visage. Le monsieur est tombé dans le coma. Premier jour, il ne se lève pas. Deuxième jour, donc ses frères commencent à se demander, mais c'est comment on ne voit plus le frère? Ça fait déjà au moins 2 jours que le gars, voilà. Ils vont chez lui, ils vont toute la porte, on le trouve, il est allongé. La chance, c'est parce que bon, il n'était pas mort, c'est la chance.
prenez le Libanais, cherchez à savoir comment faire pour l'aider, pour qu'il réponde ses esprits. Donc il y a des gens qui ont dit non, il faut l'amener chez des charlatans et tout, il n'y a que le seul moyen parce qu'à l'hôpital on ne peut rien. On l'a amené chez les charlatans. Le charlatan a fait ce qu'il a pu faire. C'est comme s'il était endormi au fait. Dès qu'on a mis les médicaments, tout ce que le charlatan a pu mettre sur lui, il s'est réveillé en sursaut, en respirant. On a donné de l'eau, il a mangé un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Car a relaté l'histoire qu'il a vécue sur place. Et il n'est même plus jamais reparti là-bas. De là, il a pris la voiture, il est remonté sur Libreville. Il a pris son vol, il est rentré au Liban. Il a dit au Gabon, plus jamais. Donc voilà. Comme pour dire, Merci beaucoup, Kevin. comme pour dire, la province où moi j'ai grandi, vraiment c'est une province réputée. Pour les Gabonais qui sont sur live, ils savent que Tchibanga c'est une province réputée. Il y a eu tellement d'histoires, j'ai vu tellement de choses. Je peux encore relater la femme de mon oncle qui a vu un chien en forme de, qui a vu un chien avec la tête d'un humain. Il y a tellement de choses qui se passent là-bas, mais bon, enfin, il y a tellement d'histoires que je pourrais raconter, mais comme il faut laisser les autres aussi, voilà quoi. Justement. Ok, bon ben écoute, merci, à plus. Tu peux relancer la demande. Hein. Oui, je peux revenir, il y en a tellement, j'ai vécu tellement d'histoires. D'accord. Bon, à tout à l'heure. D'accord. Chaibank City, effectivement. Bonsoir Olivia. Et Olivia. Bonsoir Bob, vous avez dit quoi? Olivia, c'est ton nom même ou c'est comment on père? Non, oublie le profil, c'est pas important. Ok. Ça fait un bail, tu ne viens plus à Bolova. J'ai ma petite histoire à raconter là. Ah ouais, c'est vrai, ça fait un bail. Ouais. En effet, je suis enseignant et ça fait 5 ans m'affecter dans le sud. Quand j'arrive, j'étais dans un village là. C'est vrai que je n'ai pas envie de préciser le nom parce que c'est compliqué, c'est pas bien. C'est à 2 heures des Bolova centre même. Quand j'arrive, le lycée est au village, tu vois. Et ceux qui ont donné le terrain au lycée pour construire, ils ont fait les camps des enseignants derrière. Et tu connais qu'ici au sud aussi, il y a trop d'élites. Il y a les élites des gars construisent dans leur village. Ils n'habitent même pas, ils abandonnent ça, ils partent rester en ville. Les tétés, tout ça. Bon, il y a aussi une grande maison qu'on avait remis pour les enseignants du lycée. Quand j'arrivais dans j'ai un collègue, lui il était surveillant général. Il vivait avec sa femme. Collègues aussi, ils se sont rencontrés là-bas, ils ont formé une famille. Bon, mon proviseur me dit, bon, comme tu viens d'arriver, tu vas squatter d'abord avec le collègue en bas. Parce que chez lui, là, c'est une grande maison. Il y avait peut-être 7 chambres dans la maison. Et lui, il occupait seulement 2 chambres. Donc, je suis arrivé, j'ai occupé une chambre. Il y avait déjà un lit. Une maison moderne, quoi. Car ma première semaine là-bas, je sais vraiment pas ce que je peux te dire. C'était très compliqué. Parce que je partais, je faisais les navettes. À l'époque, je vivais à Yaoundé. Donc, quand je m'en vais au village, je fais 1 semaine. Après, je rentre sur Yaoundé, je fais encore 1 semaine avant de repartir. Ma première semaine là-bas, en soirée comme ça, quand je suis dans ma chambre, j'avais d'abord remarqué que le matin, quand je range peut-être mon lit, on laisse la maison, tout le monde va au lycée. Le soir, quand je rentre, j'ouvre la chambre. Je vois le drap est toujours froissé. Il y avait un moustiquaire là, le moustiquaire même. Et c'est plus arrangé, c'est plus comme j'avais laissé. Il y avait un grand miroir là-bas. Dans ma tête, je me disais que bon, peut-être ces enfants qui sont peut-être entrés, ils ont joué sur le lit et tout ça. Dans la nuit, quand je dors, la première, je crois la 3e nuit, je fais d'abord un rêve. Je rêve que je suis devant une mer, une rivière quoi. Entre-temps, je glisse, je tombe dans la rivière, je suis en train de me noyer. Et quelqu'un est en train d'appuyer ma tête sous l'eau.
C'est comme ça que je crie au nom de Jésus, je me réveille. Je fais ma petite prière là, je n'arrive même plus à dormir. J'avais une machine. Et là-bas, donc, il y a aussi, là-bas, il n'y a pas d'électricité, il y a les plaques solaires. Et les plaques solaires ne sont plus très en forme. Donc, à une certaine heure, quand l'énergie finit, et l'électricité part, donc tout est noir. J'allume ma machine, je mets un film, je n'arrive même plus à dormir. La 4e nuit, je m'en vais à l'école, je rentre. Il y avait un armoire là qui était toujours fermé. Quand je reviens, je vois l'armoire ouverte. Ma tête toujours, je dis ah. Quand je m'assois dans la chambre la nuit, j'étais en train de préparer un cours là. J'ai l'impression que, tu vois, quand quelqu'un s'assoit sur le lit, et le lit s'affaisse un peu. Tu vois un peu? Quelqu'un s'assoit, le lit s'affaisse un peu. Car quand je regarde mon lit, j'ai l'impression que je suis avec quelqu'un dans la chambre. La personne s'est assise sur le lit s'est affaissé. Donc je vois le matelas descend là. Je me réveille, je sors. Je rentre, le matelas a changé. Je commence à avoir peur. Je n'arrive plus à dormir. Quand la lumière, l'électricité s'en va maintenant, je mets ma machine toujours allumée. Je mettais toujours un film du genre, ça peut me distraire. J'attrape sommeil, je m'endors même sans savoir. La même nuit là encore, je rêve que on est en train de m'appuyer. C'est comme si on est assis sur moi. Mais on est en train de m'appuyer. Je me réveille maintenant brusquement. Je cogne ma machine même se casse. Parce que j'ai frappé la main sur l'écran. L'écran s'est cassé. Jusque là, je prends toujours à la légère, je ne raconte à personne. Je rentre sur Yaoundé, je fais une semaine, je reviens. Quand je reviens dans ma chambre, je vois tout est saccagé dans la chambre. Le lit que j'avais bien dressé, tout ça, je vois saccagé, tout est saccagé, tout. Je ne comprends pas. Jusque là, je pose pas toujours la question à mon collègue ou à sa femme que les enfants jouent dans la chambre ou pas. C'est où maintenant, il y a un soir, je m'en vais vers ma collègue. Je lui parle de ça, je lui dis, gars, il y a un truc là, je sais pas, si les enfants ont l'habitude de jouer dans la chambre, il faut les demander de ne plus entrer parce qu'ils viennent là, ils saccagent, ils salissent un peu tout ça. Elle me dit non, les enfants n'entrent pas là-bas, que je suis la seule personne qui entre dans la chambre là. Que elle-même, depuis qu'elle est dans la maison là, elle entre difficilement dans la chambre et tout ça. Je raconte maintenant l'histoire, je lui dis que je n'arrive pas à dormir parce que j'ai l'impression que je vivais avec quelqu'un là-bas. Je l'explique tout. Elle me dit d'abord que c'est un village très compliqué et que les maisons là sont les maisons abandonnées. Donc eux-mêmes quand ils sont arrivés, ils ont eu le même problème. Il y avait un musulman même qui était suivi en général. Aussi quand il est arrivé dans la maison, lui alors on le fouettait seulement toutes les nuits. Donc il paraît que lui n'était pas simple. Je crois que les musulmans, il n'était pas simple. Lui quand il dormait la nuit, on le fouettait seulement. Il a demandé l'affectation des parties. Elle m'a donné un verset biblique. Elle m'a demandé d'aller dans la chambre avant de dormir. Je parle à haute voix. Je lis le verset, je parle à haute voix. Comme si je m'adressais à quelqu'un. Que je ne suis pas venu avec des mauvaises intentions. Je suis clean. Que je suis venu travailler, il n'y a rien. Et qu'on me laisse travailler, je suis venu apporter quelque chose de bien dans l'environnement. Je ne suis pas venu avec des mauvaises intentions et tout ça. Là, le jour où j'ai fait la prière avec les versets qu'elle m'a donné et je dis ce qu'elle m'a demandé de dire là, je te jure que je dormais aisément. Je dormais aisément. Quand je laisse ma chambre, quand je reviens, c'était clean, il n'y avait plus rien là. Donc c'était juste une petite histoire pour dire un peu que quand vous arrivez dans un environnement, il faut être très intelligent et très ouvert
Et quand vous partez quelque part, si vous avez des trucs que vous faites, des pratiques et tout ça, il faut laisser. Surtout dans un environnement que vous ne maîtrisez pas. Vous laissez tous vos remèdes, vos protections et tout ça, vous partez là-bas étant clean. Parce que imagine un peu si j'étais compliqué, si j'étais quelqu'un de compliqué, c'est que vraiment on finissait avec moi. Parce que le gars musulman qui était là, lui, on le fouettait jusqu'à... Quand il s'est levé le matin, tout le corps était enflé. Il s'est levé la nuit, crié, parce qu'il était compliqué. Et moi, depuis que je fais la prière, je lui le verset biblique, je n'avais plus de problème. Mais jusque-là, j'ai essayé, je travaillais là peut-être 4 ans encore, et j'ai cherché l'affectation pour quitter là, parce que il y avait toujours des petits trucs là, toujours des petits trucs qui n'allaient pas vraiment. Donc, c'était juste une manière de sensibiliser, quoi. Que quand vous arrivez dans un village où vous ne maîtrisez personne, il faut, si vous avez des protections, si vous avez des petits grilles que vous utilisez là, laissez ça. Vous partez là-bas, aisément et la tête clean, quoi. Donc, n'amenez rien là-bas parce que vous ne savez pas si c'est ce que vous allez trouver là-bas. Si vous arrivez là-bas, quelqu'un, il y a les pères dans les villages, là, quand le gars te voit même, il sent que tu as le pouvoir, là, il te montre que donc tu viens ici avec un pouvoir. Il te prouve qu'il a un truc qui dépasse ta part en te mettant mal à l'aise. Donc c'était un peu ça, frérot. Ouais. Je passe une bonne soirée. Mais à toi, allez commenter. Donc Judas a décidé de m'exploser comme ça là. Ça me chope, hein. Allez commenter. Bonsoir la famille, bonsoir. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, on nous a raflé à Yaoundé, dans un petit coin de la ville en fait. On nous a pris comme ça, on a arrêté tout le monde. On nous a enfermés. Donc on dit que c'est le rafle. On demande même quel rafle, on ne nous explique rien. C'est le rafle seulement. C'était où on cherchait que quelqu'un, on a dit qu'il était dans le même bar que nous. On ne sait pas. On a dormi là-bas, on nous a pris à 3h du matin. On a dormi là-bas jusqu'à 10h. Voilà quand le commissaire arrive là, il s'assoit devant la cellule. On fait sortir une personne. On a dormi étant debout, hein, mon frère. Tu peux même pas te coucher. On était comme on était au moins au nombre même de 80 dans une petite pièce. Donc debout, on transpirait tous. Jusqu'à 10h, le commissaire arrive. Donc si tu as ta carte, tu donnais où c'était 3000. Tu pars. Si tu n'as pas la carte où c'était 10 000, j'ai totalement oublié. Parce que à l'époque là, moi, je n'avais pas la carte nationale. Je n'ai même pas payé. Donc, voilà donc comment on fait sortir un père. Le père là s'assoit devant le commissaire. Tu cherches quoi dehors à 3h du matin? Le père disait qu'il cherchait à manger. Entre-temps, il y avait une pastèque à côté qu'on avait amenée. Le père, là, en parlant avec le commissaire comme ça, le gars était en train de mâcher. Crouche. On lui demande que, mais tu manges quoi? Le gars dit qu'il mange la pastèque qui est là-bas. On a dit que tu fais ça comment? Il dit qu'attendez. Le gars est là, il mâche. Après, il demande donc aux gens de couper. Pas d'appel sur le numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Il dit ce n'est que les histoires qu'on envoie, c'est quoi? Pas d'appel, je ne fais que de découper la pastèque. Quand on a découpé la pastèque, il n'y avait rien là-bas dedans. Le commissaire a demandé à ce qu'on nous libère tous. Le père là a dit que lui ne sort pas ici là. On nous a pardon, c'était déjà devenu le pardon. Ceux qui connaissent, quand ils vont suivre, ils connaissent. Je ne veux pas dire le nom. Voilà, c'est comme ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ça, c'était sa première histoire. Il a encore envoyé une autre histoire. J'ai dit, s'il vous plaît, sur le numéro WhatsApp, on n'appelle pas. On envoie son histoire. C'est tout. Hein?
Même si je n'ai pas encore répondu, je vais répondre. Quand je vais lire l'histoire, je réponds. Mais on n'appelle pas. C'est pas. On a dit envoyer le voice, on n'a pas dit appeler. Si tout le monde doit appeler au même moment, vous pensez que le gars va se reposer de la vie? Si il y a seulement 20 par jour qui envoient les histoires et qu'ils appellent 20, on va pas s'en sortir, c'est trop. Pas d'appel, juste les histoires qu'on envoie. Donc, merci. Je vais vous raconter encore une histoire. Je vous ai dit que ça ne finit pas. Donc, j'ai aussi passé un peu de temps chez mon grand-père en Ngaoundéré, ceux qui connaissent Ngaoundéré, à la Damawa du Cameroun. J'étais le seul garçon parmi 11 filles. Il y avait une fille qui avait son mari c'était le fantôme. Donc à chaque fois, quand on dort, tu entends seulement les lits punku, 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 punku. Après, tu comprends comment la fille fait un genre. Et c'était moi qui dormais avec elle en fait. C'est ça le véritable problème. Elle était la plus petite parmi eux tous. Donc elle avait les 22 ans, 23 ans. À l'époque là, moi j'avais le 15 ans, 16 ans. Tous les soirs, quand on se couche là, punku, 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 les lits. À l'âge là, quelqu'un réfléchit aussi. Je reste souvent, je me pose des questions, mais qui vient souvent. Parfois, quand je dors, je me réveille, je sursaute, je comprends. Et comme le contact était un peu loin, c'est comme ça donc que je pars expliquer l'histoire à ma grand-mère. Voilà ce qui se passe la nuit. Il y a un homme qui vient coucher souvent avec tantine X, tantine Y en fait. On ne me croyait pas aussi. Mais bizarrement, le lendemain, je pars encore expliquer le même film où la grand-mère avait fait comment. Elles se sont placées aussi. Jusqu'à, ils ont aussi suivi les mêmes bruits. Le lendemain, la grand-mère était venue dormir avec moi. Elle a reçu le même bruit. Ils sont donc partis voir les gens qui connaissent. On a dit qu'il faut qu'un homme vienne faire le travail. On attend donc la nuit. Quand ça commence à faire le lit, punku, 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 punku. On a parlé, on a lu certains versets. Le gars dit que non, ça c'est sa femme. Ça a commencé donc à parler. C'est sa femme. Il ne peut pas partir. On est parti voir encore le marabout. Le marabout les a donné. Il y a un poudre là, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc quand ça commence, elle envoie ça, quelqu'un envoie ça là-bas et on poignarde la fille là, au milieu de son nombril. C'est comme ça que ça a commencé la nuit. Punku, 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 punku. Le gars là, il a versé. Je vais dire comment par rapport aux appels. Il veut parler même combien de ça. On peut comment bloquer les appels complètement. Versé ça. Il a poignardé. Après, quelqu'un a crié que wow, tu m'as tué, wow, tu m'as tué. C'est comme ça qu'on a libéré ma soeur là. C'était comme ça qu'elle était sauvée. Ça va. Je vais raconter l'histoire d'une jeune fille. Au fait, elle est née dans une famille polygame. Donc, son père a eu à prendre une femme et cette dernière n'arrivait pas à accoucher. C'est comme ça qu'il s'est dit, bon, il faut que, avec la pression de la famille, il faut que je prenne une deuxième femme. Donc, il a pris une deuxième femme. Et au départ, les deux femmes s'entendaient très bien. Jusqu'au jour, la deuxième va au marché, elle achète des mangues. Et elle vient dans la cour familiale, elles sont mises à sucer des mangues.
Et la première femme constate que les mangues sont tellement bonnes qu'elle décide de planter le noyau de la mangue. Donc, quand elle décide de planter le noyau de la mangue, la rivale voyait ça, genre, elle se moquait d'elle avec d'autres sœurs, au fait, d'autres belles sœurs qui étaient dans la concession. Elle a dit non, le noyau est tellement bon, je vais planter ce noyau. Donc, elle a planté le noyau. Le manguier en grandissant, c'est comme ça qu'il y a eu un vent très fort et ça a soulevé, ça a déraciné le manguier. Comme ça que sa rivale, la deuxième femme, lui dit bon, moi j'ai un fer dans ma cuisine qui pourra t'aider à soutenir ton manguier. Donc t'inquiète pas si ça s'est déraciné. Si ça s'est déraciné, on va soutenir le manguier pour qu'il puisse bien grandir. Donc c'est comme ça qu'elle a pris le fer et elle a donné à la première femme. Ils ont replanté le manguier et ils ont soutenu ce manguier là. Le manguier a grandi et voilà, ça a commencé à donner des fruits. Et quand ça donne des fruits, c'était vraiment tellement abondant que cette femme-là, pendant la saison des fruits, elle vendait ces mangues-là pour pouvoir s'en sortir. Et au finish, c'était tellement un succès pour elle. Avec cet argent, elle s'en sortait très bien. Et même dans la concession, dans la cour familiale aussi, tout le monde s'en servait de cet argent. La deuxième femme également, avec la jalousie, on ne sait pas souvent le sorcier comment il est. Elle a tellement vu que sa coépouse s'en sortait tellement avec la vente des mangues qu'elle a dit non, ça c'est compliqué. Au fait, de jour en jour, elle devenait jalouse, elle devenait aigrie au fait parce que sa coépouse devenait déjà plus riche avec son petit commerce de mangues qu'elle faisait plus qu'elle. Comme ça qu'elle dit, elle se rappelle que j'avais donné un fer à ma rivale pour faire grandir ce manguier. Donc, elle va réclamer comment le faire à sa coépouse. Ça qu'on peut dire, mais attends, toi tu me racontes des histoires de combien d'années, tu me demandes de te donner le fer, aujourd'hui je prends le fer là où elle dit moi ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème, tu dois me donner le fer que je t'avais remis pour planter, pour soutenir ton manguier. En temps le fer était entré au fait sur la terre, puisque c'était un truc peut-être de 10 ans, ou je sais pas, 7 ans, je sais pas combien d'années. Ils sont allés chez le chef du village, parce que ça s'est passé dans un village, ils sont allés chez le chef et le chef lui, puisque quand tu arrives à la chefferie et qu'on vous met quand il y a un problème, on prend celui qui a raison. Donc le chef écoute les deux versions et la deuxième femme, elle réclame son fer. Comme ça que le chef lui dit, effectivement, tu as raison, aujourd'hui tu réclames ton fer. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse puisque le fer n'est plus visible? Elle dit, oh, je veux qu'on coupe ce manguier-là. Le chef a dit, ok, d'accord, si c'est ça la solution, pour qu'on te rende ton fer, il faut couper le manguier. Donc ils sont allés, ils ont coupé le manguier. La première femme, elle a tellement pleuré, elle a tellement eu mal parce que c'était à travers ce manguier-là qu'elle arrivait à avoir un peu de sous et un peu d'argent. Elle a tellement eu mal. Et au bout de quelques mois, c'est comme ça que la deuxième femme, elle tombe enceinte, puisque tout ce temps, les deux n'étaient pas enceintes. Donc elle tombe enceinte, elle accouche, et quand elle accouche maintenant, il faut remettre des cadeaux, des présents pour le bébé, le nouveau-né. C'est comme ça que la première femme, elle décide d'aller au marché, elle achète une chaînette en or, vraiment une chaînette en or sans faire moi, quoi. Donc, elle vient accrocher, elle vient donner à la maman du bébé, genre, voilà, le cadeau de l'enfant. Ils ont mis cette chaînette-là sur le cou de l'enfant. L'enfant, elle a grandi avec cette chaînette. Aujourd'hui, elle a 22 ans. Elle a grandi vraiment avec cette chaînette au cou. Donc, puisque c'était une chaînette qu'on ne pouvait pas enlever parce qu'il n'y avait pas de fémur, donc on avait accroché, on avait juste fait entrer ça par sa tête. C'est comme ça qu'il y a un prétendant qui décide de se présenter pour l'épouser. Et comme la deuxième femme, elle aimait toujours narguer la première femme, elle va narguer maintenant la première femme. Genre, oh, tu n'accouches pas, n'est-ce pas? Voilà ma fille qui va déjà en mariage. Toi, tu es la vieille sorcière, tu es les gris, au lieu d'accoucher autre. Elle s'est mise vraiment à narguer cette femme-là, genre, ma fille va se marier et autre. C'est comme ça que la première dit, ah bon, donc c'est moi qui suis la sorcière ici maintenant, il n'y a pas de souci. Elle se rappelle aussi que, bon, moi, je t'avais donné une chaîne quand ton enfant est né. Et aujourd'hui, puisque l'enfant portait toujours cette chaînette-là, puisqu'elle était en or. Donc aujourd'hui aussi, moi, je décide que vous me remboursez cette chaîne-là. Ça que vous dites, mais attends, tu veux que je te rembourse cette chaîne comment? Puisque l'enfant en grandissant, la tête aussi s'est agrandie. Donc la chaîne n'avait pas de fémur. Ça ne pouvait pas sortir de la tête de la fille, vu l'âge qu'elle avait déjà. Qu'elle a déjà en ce moment. Donc, c'est comme ça qu'elle lui dit, non, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je veux juste que tu me rembourses ma chaîne. Elle lui dit, mais si tu veux que je te rende ta chaîne, donc, je vais donc tailler cette chaîne-là et te rembourser. La première femme dit, jamais je ne veux pas que tu tailles cette chaîne. Tu dois me remettre la chaîne intacte comme je t'avais remis. Les voilà encore, ils sont allés chez le chef du village. Voilà, le chef du village entend maintenant les deux femmes. On se rappelle maintenant que quand ils étaient encore plus jeunes, ces deux femmes, il y a la deuxième qui avait genre demandé à la première de lui rendre son fer et on a dû couper le manguier parce qu'il fallait rendre le fer. On lui a dit non. Qu'est-ce que tu veux maintenant qu'on fasse de ta rivale? Est-ce que tu veux qu'on tue l'enfant de ta rivale juste parce qu'il faut couper la chaîne
sur le cou, juste parce qu'il faut enlever la chaîne sur le cou de cet enfant. Elle a dit, c'est pas mon problème. Moi, je veux juste que vous me rendez ma chaîne telle que j'ai remise sur le cou de cet enfant. Aujourd'hui, cette femme me prend pour une sorcière, me traite de tous les noms, alors que moi, je ne sais pas ce que je fais. Mais moi, je veux juste qu'on me restitue ma chaîne. Donc, aujourd'hui, présentement, l'affaire est dans ce village-là, avec le chef de quartier. On ne sait pas, est-ce qu'il faut tuer l'enfant pour enlever cette chaîne-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que cette femme-là, elle demande qu'on lui restitue sa chaîne telle qu'elle a remis à cet enfant. Et l'enfant veut se marier. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, juste pour rappeler aux gens que ça ne sert à rien de faire du mal aux autres parce que... je veux dire quoi, la main du méchant n'est pas très longue en tout cas. Tu vas te dire, bon, aujourd'hui je fais du mal à tel, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Cette personne-là peut revenir demain et te nuire pour quelque chose que tu as de plus précieux ou bien de plus cher par rapport à ce que toi tu as détruit chez elle, quoi. Donc c'était un peu ça. Merci beaucoup, Diane, pour l'histoire. Y a pas de quoi.